Europe 1 et CNews, 9h-10h, l'heure des pros. Elliott Deval. Quasiment 9h sur CNews et sur Europe 1. Merci d'être avec nous pour l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 11h. De Madame Barbu à Madame Transat. Il existe des surnoms plus élogieux que d'autres. Une nouvelle fois, les regards sont tournés vers la ministre de la Transition écologique. Épinglée par la presse pour avoir suivi les premiers jours de l'incendie en Gironde depuis sa villa dans le Var. Tout cela peut sembler anecdotique au pays de la Startup Nation. Une ministre en télétravail, rien de neuf sous le soleil brûlant. Son entourage assure que Madame Barbu est pleinement attachée à la gestion du drame et personne n'en doute. Madame Transat, c'est un retour vers le futur. Août 2003, en pleine canicule, Jean-François Mattei, ministre de la Santé de l'époque, répond aux questions depuis sa résidence varoise. L'image est désastreuse et il démissionnera quelques mois plus tard. Je ne sais pas si Madame Barbu a prévu de se rendre dans les prochains jours en Gironde, au plus près des volontaires qui, pour certains, ont fait une croix sur leur congé pour sauver notre terre, qui luttent sans relâche, armés de leur courage. En cas de visite officielle sur la zone sinistrée, je ne miserai pas sur une standing ovation. La politique est aussi une question de symbole. Sébastien Lecornu a fait savoir qu'il renonçait à ses vacances et pas question de se tourner les pouces. On crée la prime au Transat. Madame Barbu a été chargée ce mercredi de présenter au Premier ministre des mesures pour accélérer la mise en œuvre du plan national d'adaptation au changement climatique. Madame Transat aura jusqu'au début du mois d'octobre pour annoncer des mesures concrètes. Après sa vraie fausse démission, sa sortie contre la clim et ses week-ends dans le Var, personne ne doute de son efficacité. Personne ne voit dans cette information le symbole du fait ce que je dis et pas ce que je fais. Ça, c'est sûr, personne ne voit cela. Et nous en parlerons dans quelques instants, anecdotique ou symptomatique. Madame Transat, le point sur l'information, c'est avec Madame Trefzer, Pauline Trefzer. Bonjour Pauline. L'heure des pros, 9h-10h, Elliott Deval sur CNews et Europe 1. Le méga-feu en Gironde n'a pas évolué cette nuit. Pour la troisième nuit consécutive, la surface brûlée est toujours de 42 000 hectares. La nuit a été plutôt calme. 6 feux restent cependant actifs ce matin. Le travail des sapeurs-pompiers devrait être facilité par la baisse des températures puisque la Gironde n'est plus placée en vigilance orange canicule à partir d'aujourd'hui. À noter que 2 personnes ont été interpellées dans la nuit pour suspicion de mise à feu dans le département. Plus de 600 personnes ont dû être évacuées hier soir après le départ d'un nouveau feu dans le Var. Au sud-est de Brignoles, une centaine d'hectares ont brûlé. 250 pompiers ont été mobilisés, assistés de 3 Canadair, 2 Dash et 7 hélicoptères bombardiers d'eau. 2 pompiers ont été blessés durant cette opération. Aucune maison n'a été impactée, c'est ce qu'a affirmé le préfet hier. Et à l'international, cette fois, l'armée américaine a annoncé avoir lancé de nouvelles frappes contre Téhéran en réponse à l'attaque iranienne visant ses forces basées au Moyen-Orient. Il s'agit des premières frappes sur le sol iranien depuis presque une semaine. Washington a frappé des centres de commandement militaire, a écrit le commandement américain pour le Moyen-Orient sur X. Les médias iraniens font état de 3 morts et d'explosions dans 2 provinces du pays. Merci, chère Pauline Trefzer, pour le point sur l'information. On est ce matin avec François de Rugy, ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Georges Fenech est avec nous. La politique est une question de symbole également. Oui. On vous a jamais appelé Monsieur Transat? J'espère que non. Je crois pas. Franchement, je ne crois pas. On est également avec Philippe de Gestas, ancien officier et sous-préfet. Merci d'être avec nous. Et puis on échangeait juste avant de prendre l'antenne. Et vous-même, en tant que sous-préfet, vous aviez dû, à l'époque, gérer des catastrophes naturelles, notamment des incendies. À nombreuses reprises, oui. À nombreuses reprises déjà, malheureusement. C'est un des métiers du corps préfectoral. Et ben justement, vous allez pouvoir nous en parler et raconter un peu ce que vous avez vécu au cœur du réacteur. On est aussi avec Maxime Loguet, journaliste au service politique de CNews. Cher Maxime, ravi de vous retrouver. Bonjour, Le terrain parce que c'est un début d'optimisme qui gagne les pompiers, les militaires et les forestiers, ainsi que tous les bénévoles mobilisés, tout en restant extrêmement prudents et humbles, tant on sait que la situation est précaire. Ce feu est toujours stabilisé jeudi matin autour de 42 000 hectares, ce qui veut dire qu'en 48 heures, le feu n'a pas progressé. Et on ne va pas mentir ou créer, si vous voulez, de l'anxiété pour les Français.
une sorte de course au sensationnalisme. On va essayer d'être le plus clair et le plus précis possible. On envisage une météo plus favorable qui laisse espérer un retour à la normale pour les 220 000 évacués dans les prochains jours. Mais encore une fois, il faut rester très prudent. Mathilde Ibanez est avec nous. Chère Mathilde, merci d'être en direct pour Europe 1 et pour CNews. Vous êtes accompagnée d'Antoine à Sainte-Hélène. Comment s'est passée la nuit? Derrière vous, on voit ces nombreux camions de pompiers. La fatigue commence à gagner les rangs du côté des pompiers, des soldats du feu. Exactement, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à Sainte-Hélène, dans le gymnase, il y avait très peu de pompiers mobilisés. Ce qu'on a pu croiser, espérer pouvoir dormir quelques heures, prendre une douche avant de repartir sur le terrain. Là, nous, on se trouve à Le Porge et vous pouvez voir tout ce dispositif de pompiers. Ils viennent de partout, de Seine-et-Marne, de la Moselle, de la Charente, de la Gironde également. Ils sont venus ici pour connaître déjà leur mission de la journée. Alors beaucoup seront sur des noillages de fumerolles. D'autres seront positionnés en alerte pour éviter que les flammes ne renaissent et qu'un incendie se propage à nouveau. Libanais, et restons sur ces images des camions de pompiers qui sont présents et qui n'attendent qu'une chose, c'est de repartir au combat. Vous savez, j'essaie toujours de trouver des séquences qui sont au plus près de ce que vivent nos sapeurs-pompiers, nos soldats du feu, nos agriculteurs. Des images bouleversantes qui sont relayées sur les réseaux sociaux et qui ensuite sont relayées des millions de fois. Et on attaque souvent les réseaux sociaux, on essaye d'expliquer qu'aujourd'hui, ça peut être un danger, surtout pour nos plus jeunes. Il faut constater aujourd'hui que grâce aux réseaux sociaux, il y a aussi une prise de conscience nationale, pour ne pas dire mondiale, de ce qui est en train de se passer chez nous. Et voyez cette séquence, parce que Mathilde, à juste titre, disait, vous avez des sapeurs-pompiers de partout en France qui viennent aujourd'hui appuyer les sapeurs-pompiers girondins. Les sapeurs-pompiers de Paris sont présents. Et ils ont diffusé une séquence, mais bouleversante hier. C'est un message qui leur a été adressé, un Girondin qui a laissé un message aux sapeurs-pompiers de Paris pour les remercier. Écoutez, tendez l'oreille pour les auditeurs d'Europe 1. C'est vraiment une séquence extrêmement forte. Bonjour les pompiers de Paris. Je me permets juste de vous faire ce petit message vocal pour vous dire une chose. Merci. Merci d'avoir quitté Paris pour venir renforcer ceux qui se battent déjà contre les feux de forêt dans ma région, en Gironde. On voit les flammes, les camions, mais on oublie parfois ce qu'il y a derrière. Des journées qui n'en finissent plus. La chaleur, la fumée, les visages noircis, les corps fatigués, les nuits trop courtes. Et pourtant, le lendemain, vous repartez. Ce qui m'impressionne, c'est pas seulement votre courage, c'est cette façon d'être toujours là, les uns pour les autres. Quand un département a besoin d'aide, un autre répond présent, sans hésiter. Parce qu'entre pompiers, il y a quelque chose de plus fort que la distance. Il y a une solidarité qui ne se raconte pas toujours, mais qui se voit dans chaque relève, dans chaque regard, dans chaque geste. J'ai vu aussi que cette solidarité, elle ne s'arrêtait pas seulement aux casernes. Elle est aussi dans ces agriculteurs qui remplissent vos citernes, qui prêtent leurs engins, donnent de leur temps. Chacun à sa manière aide à tenir la ligne. Dans ces moments-là, on comprend vraiment qu'un feu ne se combat jamais seul. Vous ne cherchez pas les applaudissements. Vous faites simplement ce qu'il faut, ensemble. Je crois qu'on ne vous dit jamais à quel point vous êtes inspirant. Pas seulement pour ce que vous faites, mais pour la façon dont vous le faites. Avec humilité, avec professionnalisme, avec cette idée que personne ne doit rester seul face au danger. Alors voilà, je voulais simplement vous dire merci. Prenez soin de vous. Quelle belle séquence. Oui, c'est très émouvant. Quelle merveilleuse séquence, Georges Fenech. Ou peut-être que il faudrait se tourner aussi vers le ministre, François de Rugy, parce que là, c'est le lien que vous avez pu avoir vous-même en tant que ministre. Vous avez dû peut-être gérer ces situations de crise, et on voit toute la solidarité des pompiers qui aujourd'hui, malgré la fatigue, se mobilisent. Ces images, elles donnent presque la chair de poule, parce que c'est à la fois la force des images et puis le propos qui est tenu. Et comme vous le disiez, finalement, ça fait du bien de voir que ce type de petits montages vidéo circulent sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'est pas dans la fake news, on n'est pas dans la polémique, on est dans un message assez fort qui touche tous les Français. Mais moi, je me souviens aussi quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, on l'a su qu'après, mais que des pompiers ont pris le risque
de mourir dans un effondrement pour tenter de sauver Notre-Dame. Là, c'est pareil. On dit les soldats du feu. D'ailleurs, les pompiers de Paris, comme ceux de Marseille, sont des militaires, mais les autres qui sont des civils, ils se sont aussi des soldats du feu. Ils mènent la guerre depuis des semaines maintenant. Et de fait, c'est une guerre de tous les instants. C'est une guerre, j'allais dire, de position et de mouvement. Vraiment, ça ne peut que forcer l'admiration et espérer surtout que, une fois que tous ces feux auront été maîtrisés, qu'ils auront été arrêtés, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas pourquoi il y a eu des feux. Il y a quand même des gestes criminels derrière ça. Il y a de l'irresponsabilité. Il y a le réchauffement climatique, évidemment. Et puis aussi, on n'oubliera pas, je l'espère, qu'il faut augmenter les moyens pour faire face à ces crises qui vont malheureusement se répéter. Vous dites on n'oubliera pas. Pardonnez-moi, sur les dernières crises, et notamment celle de 2022, François de Rugy, toutes les caméras étaient braquées sur l'Aveyron, sur la thèse de Buch, pendant tout l'été. Septembre 2022, c'était terminé, oublié. Et d'ailleurs, ce sont les sapeurs-pompiers qui l'ont rappelé cette année, en disant ne nous refaites pas le même coup. Que ce soit les politiques, les médias, ne refaites pas le même coup. Là, on est en train de vivre une situation absolument catastrophique et il va falloir que les Français se réveillent, mais surtout que les politiques se réveillent. Lieutenant-colonel Éric Agrigné est en direct avec nous. Vous êtes membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci d'être avec nous, lieutenant-colonel. D'abord, donnez-nous votre état d'esprit, votre sentiment face à ces 48 dernières heures qui ont été, oserais-je dire, maîtrisés par les sapeurs-pompiers, par tous ceux qui sont mobilisés pour lutter contre ces flammes. Et ce matin, je n'ai pas envie d'être alarmiste. Ça ne veut pas dire que la guerre est gagnée, mais j'ai l'impression que les batailles se succèdent et que les batailles sont remportées par les sapeurs-pompiers. Oui, bonjour. Écoutez, oui, on voit que progressivement le travail acharné qui est mené depuis effectivement 8 jours porte progressivement ses fruits. Les images se succèdent, les reportages se succèdent et démontrent que l'ampleur du dispositif qui est mis en place et l'engagement massif dès la première heure des pompiers locaux dans un premier temps, puis ensuite toute la montée en puissance d'un point de vue zonal dans un premier temps, et puis extra-zonal pour rejoindre une mobilisation nationale porte ses fruits, tout en, je me permets de le préciser, tout en continuant sur le reste du territoire à faire face à d'autres départs de feu, parce qu'effectivement, il y a ce feu gigantesque en Gironde, mais il y en a plein d'autres qui sont traités tous les jours. On a encore vu hier de nouveaux départs de feu dans le Var, en Côte d'Or, à nouveau dans la forêt de Fontainebleau, et là aussi sur des feux entre guillemets plus modestes, moins médiatisés du coup, d'autres sapeurs-pompiers luttent d'arrache-pied, protègent des vies, protègent des habitations, protègent des infrastructures, et donc la mission se poursuit. Et en Gironde, moi je vais quand même vous donner un ordre d'idée. Le commandant des opérations de secours parlait hier de environ 150 kilomètres de lisière. Donc je me permets de rappeler ce qu'est la lisière. C'est la frontière entre la partie non brûlée et brûlée de l'enveloppe globale du feu. 150 kilomètres de lisière à traiter mètre par mètre. Donc, même si nous sommes dans une situation qui redevient favorable, le travail qui reste à mener reste colossal. C'est effectivement très important le chiffre que vous nous apportez, lieutenant-colonel, parce que c'est là où on voit finalement l'étendue. On imagine que ça va être un travail, un combat qui va non pas durer quelques jours, mais qui va durer des semaines, pour ne pas dire des mois. Oui, bien sûr. Et vous avez très justement rappelé l'été 2022, où nous avions vécu déjà, malheureusement, dans cette même région, ce type de feu. Et ce type de feu a duré plusieurs semaines, de mémoire à quasiment 3 mois. 3 mois après le jour d'éclosion, le feu a été passé éteint par le commandant des opérations de secours. Donc, je me permets de rappeler cette temporalité parce qu'il y a fort à parier
que malheureusement ce travail acharné, alors dans une autre phase, parce que la phase aiguë semble être terminée, puisque Madame la préfète a commencé à autoriser une partie de la population à regagner leur domicile, ce qui démontre et qui confirme cette deuxième phase de lutte, mais le travail conséquent reste devant nous, certes beaucoup moins spectaculaire, mais avec toujours la même importance pour éviter, encore une fois, je le répète, que ce feu puisse reprendre à l'extérieur de cette enveloppe qui est désormais à peu près contenue. Lieutenant-colonel Éric Agrigné, vous êtes membre de la Fédération des sapeurs-pompiers de France et on voit, et on sera dans un instant par exemple avec un lieutenant qui vient de Seine-et-Marne, du STIS Seine-et-Marne. C'est toute la France qui se mobilise aujourd'hui, pas seulement en Gironde, vous l'avez très bien rappelé, ça peut être également dans le Var. Et puis il y a cet élan de solidarité, les agriculteurs, les forestiers, les habitants de la région. Lorsque vous étiez en train de vous exprimer, on voyait ces images d'illustration avec parfois des gens, ne serait-ce qu'avec un seau, qui essayaient d'éteindre ces retours de flammes, ces reprises de flammes. Qu'est-ce que vous inspire cet élan-là de solidarité que nous, finalement, depuis Paris, on redécouvre, en tous les cas, on découvre? Bah écoutez, la solidarité, elle est souvent, c'est en fait ce qui se passe à une échelle très importante et je dirais à l'échelle de ce feu inédit. On la rencontre très souvent sur des situations beaucoup plus modestes à l'échelle d'un petit feu, du feu qui touche la proximité d'un village et peu importe l'endroit où ça se trouve en France. Il y a culturellement un lien très fort entre les sapeurs-pompiers de France, la population, toutes les institutions. Il y a une entraide immédiate qui se met systématiquement en place dès lors que une région, un village, un département est touché par une catastrophe. C'est, je crois, quand même l'ADN de notre pays. Alors évidemment, ça fait chaud au cœur. Évidemment, ça renforce la détermination des sapeurs-pompiers. Vous savez, toutes ces relèves qui s'organisent sur l'ensemble du pays. Lorsque un véhicule, une colonne, un groupe part d'un département pour rejoindre notre département pour aller aider les collègues qui doivent lutter contre un incendie, dès que cet engagement se fait, dans les casernes, déjà on prépare la relève, c'est-à-dire qu'on sollicite les autres collègues pour déjà se préparer 24 heures, 48 heures, 72 heures après à aller relever ceux qui sont partis. C'est une mécanique qui est bien huilée, qui fonctionne et on voit d'ailleurs que cette organisation, malgré la sollicitation très forte depuis le début du mois de juin, il faut pas oublier ça, ça fait 2 mois que les sapeurs-pompiers sont sur tous les fronts. Ce système-là, grâce à l'engagement des sapeurs-pompiers professionnels, des pompiers volontaires, grâce à l'entraide entre les départements, grâce à cette solidarité nationale de toutes les strates de la société, eh bien, on arrive à faire face tous ensemble, collectivement, et ça fait plaisir. Lieutenant-colonel Éric Agrigné, merci d'avoir réagi en direct, membre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On va aller rejoindre un autre lieutenant, un sapeur-pompier qui est sur le terrain, je vous le disais, lieutenant Olivier Grignot. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du SDIS Seine-et-Marne, et merci de réagir en direct. La première question qui me vient, c'est comment allez-vous? Comment vont vos collègues, vos frères d'armes? Racontez-nous les dernières heures que vous avez passé. Bah écoutez, ça va. Effectivement, les corps sont un peu usés, mais vous savez, comme le disait mon collègue précédemment, on a tous à cœur de venir aider la population, nos collègues girondins, et la force du collectif fait la différence et on espère effectivement être vainqueur à la fin. Vous savez combien de temps vous allez devoir rester sur place et je vois que vous êtes membre du SDIS Seine-et-Marne. Peut-être que vous étiez déjà mobilisé pour l'incendie de Fontainebleau? Oui, effectivement, on a effectivement été engagé pendant plusieurs jours sur Fontainebleau et ensuite une partie de mes collègues et moi-même sommes arrivés ici dès la semaine dernière. Donc ça fait 7 jours que nous sommes sur la Gironde et on devrait être désengagés dans les jours qui viennent.
pouvez nous résumer cette semaine de bataille contre les flammes? Est-ce que d'expérience, c'est peut-être l'incendie le plus virulent auquel vous avez été confronté? Oui, vous savez, tous les experts en parlent. On est bien face à une situation exceptionnelle. 42 000 hectares qui partent en fumée. Vous comprenez bien que c'est un drame économique, écologique et autres. Et même pour notre corporation, ça reste le plus gros feu des dernières décennies. Donc oui, il a fallu aider comme on pouvait nos collègues en venant prêter main forte. Lieutenant Olivier Grinaud, et on parle beaucoup de la solidarité, je le disais tout à l'heure. Sur le terrain, vous avez vu cette solidarité à l'œuvre, ces agriculteurs, vous avez pu travailler peut-être, opérer avec finalement des Français qui ne sont pas forcément habilités à lutter contre les flammes, qui n'ont pas vocation à venir faire ce travail-là. Il y a cet élan de solidarité qui crée cette émotion à travers le pays. Oui, effectivement, on voit le monde agricole très sensibilisé et ils ont une vraie bienveillance à notre égard. Ils mettent des moyens à disposition. Ils nous évitent de ce qu'on appelle des norias, donc des allers-retours pour aller chercher de l'eau. Et c'est vraiment facilitateur pour nous. On le voit ici, comme on l'a pu le voir en Seine-et-Marne. Ce sont des gens qui aiment leur métier, qui ici aiment la forêt et veulent la défendre, comme tous. Donc oui, ils sont vraiment des partenaires avec les bénévoles très, très riches à avoir à nos côtés. Merci lieutenant Olivier Grinaud. Je ne veux pas vous déranger plus que ça parce que j'imagine que là vous allez après une courte pause repartir sur le front et saluer toutes vos équipes et oui. Ce serait un plaisir puisque vous êtes de Seine-et-Marne, vous n'êtes pas très loin des studios de CNews et d'Europe 1. Vous serez le bienvenu pour venir quand vous aurez un petit moment et si vous le souhaitez venir nous raconter justement cette lutte acharnée contre les flammes sur le plateau. Vous êtes vraiment le bienvenu et je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous en prie, avec plaisir. Un peu de repos et on viendra vous voir. Eh ben merci, tant mieux. On a hâte de vous retrouver sur le plateau de CNews et d'Europe 1. Là aussi très important ce qu'on entend, c'est-à-dire cette motivation de tout un corps, qui est le corps des sapeurs-pompiers, en sachant que c'est une année particulièrement meurtrière. On l'a dit à malheureusement plusieurs reprises, mais on a 4 soldats du feu qui, depuis cette saison des incendies qui a commencé très tôt cette année, 4 soldats du feu ont péri. Philippe de Gestas, je rappelle que vous êtes ancien officier et sous-préfet. Oui, en fait, ce qui est intéressant, notamment, c'est de comprendre que le combat ne se mène pas seul. D'ailleurs, c'était un des messages que j'ai retenu dans le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure. Et donc, c'est le corps entier, le corps national des sapeurs-pompiers qui est mobilisé, et pas uniquement les pompiers locaux, mais au-delà des sapeurs-pompiers. N'oublions pas que sont mobilisés des gendarmes, des policiers, la sécurité civile, la protection civile, les hôpitaux locaux, les services de la préfecture pour la coordination. Et en première ligne également, n'oublions pas les maires, qui sont les premiers responsables de la sécurité de leur commune. Et à ça s'ajoute, et ça qui est beau, c'est effectivement la contribution solidaire, bénévole des habitants et des agriculteurs, mais pas uniquement, on l'a vu. Et tout ceci permet précisément d'arriver au résultat qu'on espère maintenant proche, qui est la maîtrise d'un feu en attendant qu'il soit complètement éteint. Et fixé. Toute cette solidarité, cette dévotion d'une France silencieuse, d'une France enracinée, vient se percuter à des symboles politiques. On disait la politique est une question de symboles. Et on pourrait considérer, d'ailleurs je vais vous demander à vous si c'est anecdotique, mais on a appris hier que la ministre de la Transition écologique, Madame Barbu, était une ministre aux premières heures de cet incendie, pour ne pas dire aux premiers jours, puisque c'est du 22 au 27 juillet qu'elle était à Sainte-Maxime dans le Var, dans sa villa. On avait une ministre en télétravail. C'est pas n'importe laquelle de ministre, c'est la ministre de la Transition écologique. C'est le Canard et RTL qui ont donné cette information. Ça lui a donné visiblement un surnom au sein même du gouvernement, du moins des conseillers près du gouvernement, qui n'est plus Madame Barbu, c'est Madame Transat. Et je vais vous proposer d'entendre d'abord la réaction d'un sapeur-pompier qu'on a eu hier sur Madame Barbu, qui donc les premiers jours était en télétravail plutôt qu'au cœur du réacteur, c'est-à-dire de voir qu'il y a cet incendie, elle prend le premier avion, le premier train, que sais-je, elle fonce à Paris. Elle est en réunion de crise. Non, elle est en télétravail.
Télétravail à 800 km de la place Beauvau, puisque les premières réunions interministérielles, c'était au ministère de l'Intérieur. Je vous propose d'écouter donc le témoignage du sapeur-pompier qu'on avait hier et qui a réagi à cette information, anecdotique ou symptomatique, c'est la question que je vais vous poser. On n'est pas surpris quand on voit les propos de notre président lors de sa venue en Gironde. Une ministre qui reste dans le Var et puis qui n'ose même pas se déplacer voir nos collègues qui sont sur le feu dans le Var à Pont-Évès, qui passent aussi, qui ont risqué leur vie également. Et donc voilà, moi je trouve que c'est misérable. C'est miséreux de voir ces ministres qui n'ont aucun respect pour nous et je rejoindrai les propos du maire de Biganos. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils arrêtent d'être parisiens et qu'ils viennent nous voir justement sur le terrain et voir comment on lutte 24 heures sur 24 sur des feux de grande ampleur. C'est miséreux qu'ils viennent nous voir. Je suis pas sûr que ce soit dans le calendrier de Madame Barbu de venir. Et j'imagine pas l'accueil qu'elle pourrait recevoir. Maxime Leguet, déjà hier vous étiez avec nous, vous nous confirmiez peu ou prou les informations du Canard et d'RTL. Est-ce que vous avez pu échanger par exemple avec hier soir ou ce matin avec des membres du gouvernement qui n'ont pas forcément bien vécu cette séquence ? Du côté de Matignon, en tout cas, on a fait savoir, demander à Madame Barbu de faire un peu profil bas, parce que il faut un tout petit peu remonter le fil de cette séquence. On est le 22 juillet. Madame Barbu propose sa vraie fausse démission, qui est refusée par le président de la République, digne d'un vaudeville. Et puis, il faut redire quels étaient les motifs de son maintien au gouvernement, parce que ça prend tout son sens. Elle a accepté de rester pour faire face à l'urgence des conséquences liées au dérèglement climatique. Qu'est-ce qui se passe ? On a ces incendies, ces méga-feux historiques, et elle est à distance. Elle suit depuis sa résidence secondaire en télétravail. Vous demandiez si c'était anecdotique ou symptomatique. Je crois qu'au contraire, c'est très révélateur. C'est très révélateur de cette déconnexion avec cette France solidaire des sapeurs-pompiers et des agriculteurs dont on ne fait que parler, un personnel politique qui est à l'écart. Et puisque Madame Barbu est en vacances, eh bien le Premier ministre a décidé de lui donner elle n'est pas en vacances. Non mais elle est pas en vacances. C'est parce que justement ses équipes disent elle a travaillé d'arrache-pied en télétravail. Mais c'est la Startup Nation. On est entêté, Georges Fenech. Non mais c'est très intéressant ce que vous avez dit sur le symbole. Elle dit qu'elle reste parce qu'elle est pleinement mobilisée pour lutter contre le changement climatique et apporter des nouvelles mesures. Et dès que vous avez un incendie aussi ravageur que celui de Gironde, vous restez dans le Var et vous revenez que lundi, alors que ça fait une semaine que ça fait déjà plusieurs jours, que les pompiers se battent. C'est pas très sérieux. Mais on est au-delà du symbole. Vous avez raison d'insister sur les symboles. Mais là, on est au-delà. Il s'agit de l'efficacité et de la conscience politique d'un membre important du gouvernement, surtout en ce moment. Mais Madame Barbu, que je sache précisément, appartient à une équipe gouvernementale. Il y a un Premier ministre. Et comment laisse-t-on faire ce qui apparaît comme une désinvolture quelque part? Ça, c'est la question que je me pose. Surtout dans une situation dramatique. Dramatique, entendons-nous. On a 4 pompiers qui sont décédés, mais nous avons 0 victime dans la population. C'est ça, il faut vraiment souligner ce travail exceptionnel des sapeurs-pompiers. Donc, Madame Barbu, qui déjà avait des difficultés à rentrer dans l'hémicycle, paraît-il, elle a envoyé son adjoint, son ministre délégué. Mathieu Lefebvre, qui pour le coup est lui un vrai politique, c'est-à-dire que il va au front, il va en matinale, en interview. C'est ça. Ils ont bien conscience qu'on avait... Non mais vous avez mis à la tête de ce ministère une femme très compétente, mais idéologue, qui s'occupe beaucoup plus du changement climatique que des personnes, si vous voulez, des humains. C'est très intéressant d'ailleurs de voir sa première déclaration, sa sortie au moment de la climatisation. On va la réécouter juste après la pub. Sa sortie sur la clim, elle s'inquiète de tout. Elle s'inquiète des forêts. Visiblement, elle s'en inquiète que pour parler de la climatisation, parce que quand les forêts brûlent, elle n'est pas en Gironde. Elle s'inquiète de tout, sauf
des humains. C'est très particulier. Dans la hiérarchie qu'elle va faire. Et déjà, lors de cette première sortie, elle aurait pu être écartée de ce gouvernement, puisqu'au moment où elle hurlait contre la climatisation, le gouvernement investissait massivement pour qu'il y ait 30 000 climatiseurs qui puissent être commandés pour les établissements publics. Donc mais elle est soutenue par Emmanuel Macron. Voilà, c'était le souhait. Elle est soutenue par Emmanuel Macron. C'est même le président. Et résultat, vous avez une ministre qui est dans le Var. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Dans sa villa dans le Var, en télétravail. J'espère qu'elle n'a pas la clim dans sa villa, parce que là, ça va être le scandale absolu après ce qu'elle a dit sur la clim. Mais mieux vaut en sourire plutôt qu'en pleurer. On revient dans un instant. Europe 1 et CNews, 9h, 10h, l'heure des pros. Elliott Deval. 9h30 sur CNews, le point sur l'information avec Somaya Labidi. Bonjour Somaya. Bonjour Elliott et bonjour à tous. À la une de l'actualité, 2 individus soupçonnés d'avoir déclenché des mises à feu ont été arrêtés cette nuit en Gironde. Une information confirmée par la préfecture sans donner plus de détails pour le moment. Après une nuit de lutte acharnée, une centaine de pompiers sont parvenus à fixer une reprise de feu dans la forêt de Fontainebleau. Les soldats du feu sont maintenant en phase de nettoyage pour éviter le pire dans cette végétation déjà ravagée il y a quelques jours par des incendies historiques. Et puis la Grèce aussi en proie aux flammes. 8000 personnes évacuées sur l'île de Crète en raison d'un incendie attisé par des vents violents et qui menace une station balnéaire. 2 pompiers sont morts en combattant un des fronts de ce feu particulièrement virulent. Merci beaucoup. Une ministre en télétravail tandis que de nombreux départements sont en proie aux flammes. La ministre de la Transition écologique, Madame Monique Barbu, était dans sa villa dans le Var, selon une information du Canard confirmée par RTL. Elle ne s'est pas rendue sur place. Ça s'est passé d'abord mercredi 22 juillet. Emmanuel Macron dissuade la ministre de démissionner de son poste alors qu'elle-même avait communiqué qu'elle ne pouvait pas rester dans ce gouvernement qui avait voté la loi d'urgence agricole. D'accord ? Elle communique. Emmanuel Macron la maintient. Et du mercredi 22 au lundi 27, elle ne rentre que le lundi 27. Elle reste pas 24 heures. Elle suit cette crise depuis chez elle. Donc c'est pas la première fois, c'est une sorte de retour vers le futur. 2003, crise de caniculaire dramatique avec plusieurs milliers de Français qui meurent pendant cet été. Et vous avez Jean-François Mattei, à l'époque il est ministre de la Santé, et on va reprocher à Jean-François Mattei à l'époque, on est en 2003, de prendre la parole, là encore depuis le Var, depuis sa villa dans le Var. Alors que la situation est gravissime. Et écoutez, il y a la forme, mais il y a aussi le fond. Et 23 ans plus tard, vous avez les mêmes éléments de langage. C'est pas les mêmes crises, mais finalement, il y a le même fil conducteur. C'est, écoutez, tout a été bien organisé, la situation est inédite, mais il y a eu une organisation claire, nette des services du gouvernement. Écoutez, parce que vraiment, j'avais l'impression que c'était un discours qu'on aurait pu entendre aujourd'hui sur les incendies en Gironde. Jean-François Mattei. On va l'écouter, le ministre de la Santé, on est à l'époque... Ce que nous avons fait dès le mois de juin, c'est que nous avons organisé beaucoup mieux que l'an dernier la réception des urgences. Nous avons coordonné au niveau de chacune des régions françaises et le nombre de lits fermés a été bien inférieur cet été à l'an dernier. Ce qui fait qu'en principe, nous étions dans une situation meilleure. Évidemment, la canicule est arrivée, cette vague de chaleur, et alors c'est vrai, le gouvernement est préoccupé. Il est attentif, car chaque fois qu'il y a des situations extrêmes, grand froid ou grande chaleur, la vie des personnes les plus fragiles est en danger, et c'est la raison pour laquelle nous avons développé un plan approprié. Des mesures ont été prises immédiatement pour comptabiliser les décès qui pouvaient être rapportés à la chaleur, mais vous savez, il y a souvent une intrication des phénomènes. Ce sont souvent des malades qui ont une maladie chronique, ce sont des gens qui sont fragilisés en fin de vie, et naturellement, la part des choses est difficile à faire. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce que c'est anecdotique ou symptomatique ? Georges a donné son avis, mais je n'ai pas entendu l'ancien ministre François de Rugy ou encore l'homme d'État, du moins de la fonction, puisque vous étiez sous-préfet, Philippe de Gestas. Quel regard vous portez là-dessus, monsieur le ministre ? J'avoue que je ne trouve pas les mots, parce que moi, j'ai été ministre, en effet, de l'écologie. J'ai connu des crises. J'ai connu la crise des Gilets jaunes, j'ai connu une marée noire.
ça me serait pas venu à l'idée de partir dans une maison de vacances. Ça me serait pas venu à l'idée de dire que j'allais faire du télétravail. Je sais pas ce que ça veut dire quand on est ministre, faire du télétravail. Moi, je vous le dis franchement, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a un PC de crise au ministère de l'écologie, sous les toits du ministère de l'écologie. Il y en a un, bien sûr, au ministère de l'Intérieur pour la sécurité civile. Il y a des réunions de crise. Il peut y avoir utilité à aller se rendre compte par soi-même sur place de l'ampleur d'un problème. Quand il y a eu une marée noire au large de la Corse, je me suis c'était un dimanche. J'ai pas dit que comme c'était un dimanche, je commencerais à me renseigner sur le problème le lundi. J'ai appelé dès le dimanche matin le préfet maritime de la région Méditerranée et j'ai immédiatement envisagé un déplacement sur place pour aller voir les moyens, concrètement, voir l'ampleur d'abord du problème, puis ensuite, évidemment, les moyens déployés par l'État. Et ensuite, je pouvais en parler, y compris lorsque des députés m'interpellaient à l'Assemblée nationale. En tant que ministre, c'est normal. Vous devez rendre des comptes, d'abord aux députés, au Parlement, mais aussi dans les médias et aux citoyens. Et je suis allé aussi ensuite, quand cette petite marée noire, qui était heureusement très limitée, a touché hier, a touché Porquerolles, qui a commencé à avoir une polémique, je me suis rendu sur place, je suis allé rencontrer les habitants, je suis allé discuter avec eux. Ça me paraît tellement évident quand on est ministre. Et donc, moi, je ne comprends pas, d'ailleurs, je ne comprends même pas que cette démission ait été reprise. Enfin, vous voyez un peu, franchement, le peu de crédibilité, du coup, qu'il peut y avoir. Je pense qu'on est en pleine contradiction, et sur le fond, parce qu'il y a, vous l'avez dit aussi, les propos qui ont été tenus sur la climatisation en disant la climatisation ne protège pas les forêts, alors qu'il commençait déjà à y avoir des incendies de forêt. Bah non, c'est pas le but de la climatisation. D'ailleurs, personne n'attend de la climatisation qu'elle protège les forêts, c'est qu'elle protège les humains. Et on revoyait Jean-François Mattei, la climatisation, elle protège les humains en cas de forte chaleur dans les EHPAD, dans les logements, parce que la forte chaleur tue. Et puis les incendies de forêt, c'est des dégâts massifs. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes parmi les habitants, quand même 4 victimes parmi les pompiers depuis le début de l'été. Et puis évidemment des dégâts par rapport à la nature, par rapport à ces massifs forestiers, par rapport à la faune et à la flore qui sont inédits, d'une ampleur inédite. Donc pour moi, c'est incompréhensible et je pense que je ne sais pas combien de temps ça peut tenir d'ailleurs comme cela, ou alors c'est une forme d'effacement du ministère de l'écologie, ce qui est quand même un problème. Moi, quand j'étais ministre de l'écologie, c'est les pompiers eux-mêmes qui m'avaient dit, que j'étais allé rencontrer avant le début de l'été avec le ministre de l'Intérieur de l'époque pour voir tous les moyens qui sont déployés en France pour la lutte contre l'incendie. Il m'avait dit, vous, le ministre de l'écologie, vous n'êtes pas responsable des pompiers, c'est le ministre de l'Intérieur, mais vous êtes tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire la prévention, et tout ce qu'il y a après, c'est-à-dire la restauration. Donc vous n'avez pas d'explication rationnelle à ce qui est en train de se passer. À part une attitude personnelle. Mais d'ailleurs, moi, j'avais découvert... Madame Barbu, mais pardonnez-moi, normalement, dans un monde normal, une telle situation, vous l'avez dit, la ministre qui est pas c'est pas n'importe qui. On parle pas d'un ministère qui n'a rien à voir avec la situation. Vous avez dit, la première chose que je fais, c'est que je vais évidemment, je me renseigne et j'organise et je vais sur le terrain. Bon, dans un monde normal, une telle situation, le Premier ministre, il l'appelle et lui dit, écoute, Monique, t'es très gentille là, mais ton week-end à Sainte-Maxime, c'est terminé. La Gironde est en train de brûler et lundi t'es avec nous ou mardi t'es avec nous et puis ensuite tu vas rester toute la semaine peut-être au plus près des Girondins. C'est ça c'est pour ça que je vous pose la question. Peut-être que j'imagine. Non, mais vous avez été ministre, donc moi je vous demande, j'ai jamais été ministre, mais le français, le commun des mortels, il se dit c'est comme ça que ça se passe. Ou alors vous ne servez à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Pardonnez-moi. Je peux vous dire que quand j'étais ministre, j'ai eu aussi à gérer un accident très grave lors d'une tempête où 3 sauveteurs en mer ont péri. J'ai immédiatement dit au Premier ministre, on était dans une réunion, on était en pleine réunion, on apprend ça en pleine réunion, j'ai immédiatement dit au Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, j'ai dit, moi je vais me rendre sur place, et il m'a dit, évidemment, quitte la réunion immédiatement, et on déploie des moyens pour être aux côtés des sauveteurs en mer. Elle était avec Emmanuel Macron ou pas mardi, lorsque Emmanuel Macron s'est déplacé? Non. Elle n'était pas dans le voyage. Elle n'était pas dans le voyage. Il y avait Nunez, je vous assure. Il y avait Laurent Nunez qui était là. Mais pour donner une explication, je pense que elle ne s'est même pas rendue compte de la déconnexion totale, parce que l'entourage de la ministre nous fait savoir qu'elle ne voyait pas le problème, à suivre de très près. Mais c'est la Startup Nation. La crise depuis le télétravail. Le télétravail. Et l'autre explication. Full TT. L'autre que disent les start-upers. Oui, je suis en full TT. Mais comme dit M. de Rugy, je souscris, le télétravail en tant que ministre, c'est pas loin d'être un oxymore. Ça n'existe presque pas. Et la raison politique, c'est tout simplement que le Premier ministre
n'a plus la main sur de nombreux ministères, le ministère de l'écologie, le ministère de l'Intérieur, le Quai d'Orsay, c'est le président de la République qui décide, c'est le président de la République. Il n'a pas voulu qu'elle parte parce qu'il voulait pas que son bilan écologique soit entaché après le fiasco de Nicolas Hulot, parce qu'elle est un symbole pour certaines associations idéologiquement, et donc il voulait qu'elle reste pour que son quinquennat, son double quinquennat ne soit pas encore entaché avec des ministres de l'écologie qui changeaient tous les 6 mois. Ça, c'est la raison politique profonde. Et Sébastien Lecornu, il fait comme il peut, et il essaye tant bien que mal, pour pas se voiler la face, de lui donner des devoirs de vacances, parce qu'elle est en télétravail. Il lui donne des devoirs de vacances et il lui dit, dans ce cas-là, il faut accélérer sur le plan d'adaptation. C'est horrible comme formule, les devoirs de vacances. Je vous propose de réécouter justement Monique Barbu, qui, au moment de cette sortie, aurait dû, le soir même, quitter et faire ses valises et quitter le gouvernement. On est en pleine crise de la caniculaire. Vous avez les hommes politiques de tous bords d'ailleurs qui disent quoi ? Dans les établissements publics, il faut un vaste plan de climatisation. Il faut un vaste plan parce que dans une école, il faut pouvoir avoir des espaces climatisés, dans des hôpitaux, mais c'est le bon sens. Et même dans les logements. Et dans les logements. Alors, écoutez, rappelez-vous de ce que dit Monique Barbu et écoutez, tendez l'oreille parce que la hiérarchie qu'elle va faire est essentielle. Elle ne pense pas du tout aux personnes fragiles. Elle ne pense pas du tout aux enfants ou aux seniors sur cette séquence, du moins dans sa hiérarchie des priorités. Je suis horrifiée par les gens qui me disent « Ah, mais il n'y a qu'à mettre la clim partout. » Très bien, on va mettre la clim partout. Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt ? Vous croyez que ça va éviter une culture de ne pas exister ? Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons ? Vous croyez que ça va éviter quoi ? Rien. Ça, ce n'est pas de l'adaptation. Ça, c'est une mesure d'urgence, peut-être, qu'on peut prendre. Il faut forcément, bien évidemment, que les gens ne suffoquent pas. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas de l'adaptation au changement climatique. 26 juin dernier. Et un mois plus tard, on apprend que Madame Monique Barbu, quand il y a l'incendie qui commence en Gironde, elle est dans sa villa dans le Var. Mais en fait, on a des ministres symboles. En fait, comment mieux démontrer qu'on ne sert à rien ? D'abord, son argument, c'est de dire la ministre suit. Mais moi, j'attends pas d'un ministre qui suive les événements. J'attends des ministres qui soient aux commandes, non pas de l'événement, mais de la gestion de l'événement. Moi, qu'elle soit devant sa télévision et écouter ce qui se passe. Si c'est CNews, tant mieux, ou Europe 1. Mais enfin, c'est pas ce qu'on lui demande en tant que ministre. Et puis ensuite, on a cette justification à travers. Mais tout est organisé. Il y a des mesures, des processus, une organisation. Mais c'est totalement désincarné. Un ministre est là pour incarner une politique et incarner et agir pour répondre aux besoins des Français. Et donc, en fait, il y a également la question du respect. Quand un ministre se déplace sur le terrain pour aller voir ce qui se passe, c'est pas uniquement pour se rendre compte à titre personnel, c'est aussi pour marquer de la considération pour ceux qui sont en charge de lutter. Et quand en plus c'est au péril de sa vie, c'est d'autant plus nécessaire. Plusieurs fois, nos camarades sapeurs-pompiers l'ont rappelé. Et donc, on a à la fois un manque de respect pour les gens qui sont sur le terrain, on a une désincarnation complète, et donc la démonstration que, en tout cas dans le cas de Madame Barbu, puisqu'elle le revendique quasiment sans faire exprès, elle est absolument inutile. Écoutez, en tous les cas, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que tout le monde, tous les médias ont l'information, elle a été relayée, je le disais, par le Canard, ensuite par RTL, personne n'en parle. Très peu. Il faut surtout pas évoquer ces sujets en ce moment. Je vous propose qu'on aille sur le terrain justement voir Nicolas Roger, qui est notre journaliste, qui est présent depuis Lacanau. Voilà les images qu'on a envie de voir également. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est anecdotique dans la séquence gravissime qu'on vit ? Je suis pas sûr que Monique Barbu, si elle vient voir les agriculteurs, si elle vient voir les gens qui sont actuellement en train à pied d'œuvre, si elle y va aujourd'hui, pas de question. Je suis pas sûr qu'elle reçoive un accueil très favorable. Nicolas Roger, merci. On vous entend, cher Nicolas, et vous êtes donc à Lacanau avec des élus qui eux aussi se mobilisent visiblement, Nicolas. Oui, exactement. Vous voyez sur ces images les cubes d'eau qui se remplissent, 1 tonne d'eau dans ce cube-là, une 2e tonne d'eau dans l'autre cube qui se remplissent. Voilà, c'est les habitants, les 6000 habitants ici de Lacanau qui se mobilisent pour justement aider les pompiers et pour parfois eux-mêmes éteindre les fumerolles sur le bord de la route. Vous l'avez dit, nous sommes avec un élu local. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est mise en place justement cette mobilisation citoyenne ? Cette mise en place s'est fait assez naturellement par un élan de solidarité des Canolais présents et également
qui ont vu l'appel des agriculteurs pour venir soutenir les pompiers sur place. Et alors, on sait qu'il y a des habitants aussi qui ne veulent pas inquiéter leur famille parce que il y a beaucoup de choses qui se disent et on voulait faire un point clair avec vous. À quel point Lacanau est menacé, où sont les feux, comment est-ce qu'ils sont proches, est-ce que les flammes sont proches d'ici, est-ce que vous pouvez expliquer, faire un point précis sur la situation ici ? Oui, aujourd'hui, les flammes sont plutôt au sud du lac de Lacanau, entre la passe de l'Esquirotte et la passe de Sokonos. Nous les maintenons vraiment vigilantes en point chaud, avec des équipes de ravitailleurs, comme vous pouvez voir derrière moi, qui vont alimenter des pick-up qui, eux, s'aventurent plus loin dans les bois. Et les pompiers également sont en soutien là-bas. Et nous avons un autre point très chaud sur la D6 au niveau de la Girauderie, puisque le feu a priori commence à passer de l'autre côté, et là nous sommes en soutien avec des grosses tonnes agricoles pour venir inonder les bords, et un soutien du SDIS et de nos ravitailleurs pour arrêter les feux et éviter que le feu passe vers Brache ou Hourtin. Ça fait déjà des jours et des jours entiers que ici les gens s'activent. Quel est l'état d'esprit ? Est-ce que vous voyez le bout du tunnel ? Comment vous percevez l'avenir à court terme ? À court terme, l'objectif est de rester vigilant pour éviter toute reprise. Un travail considérable a été mené par les services de la mairie pour protéger la ville de Lacanau en créant des tranchées, c'est-à-dire en un véritable périphérique qui entoure la ville pour protéger les habitations. Maintenant, nous essayons de contenir le feu autour de Lacanau pour éviter qu'il aille endommager éventuellement d'autres communes de proximité. Voilà, et vous le voyez encore, cette mobilisation qui continue. Elle a continué toute la nuit jusqu'à 5h. Il y a eu une petite pause entre 5h et 5h30, puis ça a repris toute la nuit, ça a continué, ça va encore continuer toute la journée. Merci beaucoup, monsieur. Merci Nicolas Roger pour le témoignage donc de cet élu qui pilote le travail de tous ces bénévoles. J'aimerais qu'on puisse recenser un jour le nombre de bénévoles qui ont participé à cette lutte contre les flammes en Gironde. On arrive à recenser pas mal de choses en France. Si on pouvait quand même savoir, pour ensuite, pourquoi pas décorer ces gens à la rentrée. Enfin, c'est magnifique ce qu'on est en train de voir. Déjà 4% de pompiers qui sont bénévoles. Revenons sur le sujet politique, parce que c'est très important, le niveau de déconnexion. Et les Français ne sont pas dupes. Nicolas, hier, par exemple, Nicolas Roger, notre journaliste que vous avez entendu, il était dans une sorte de parc d'exposition à Gujan-Mestras, donc à côté de Bordeaux, où il a pu interpeller les sinistrés. Et vous avez un sinistré qui s'appelle Bernard, pardonnez-moi. Et Bernard, si vous voulez, il résume le monde qui sépare la Macronie de la France enracinée girondine. Écoutez. Je suis très en colère parce que, si vous voulez, ce que j'aimerais, c'est que nos dirigeants viennent passer une nuit ici ou une journée pour se rendre compte ce que c'est que la vraie vie et les vrais gens. Et la France. Nous sommes dirigés par des gens qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais travaillé. Et voilà, c'est tout. Voilà pourquoi je suis en colère. Et si le président, justement, venait ici sur place, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Ce que j'aimerais lui dire, c'est qu'il arrête de gaspiller notre argent. Voilà, qu'ils se rendent compte que l'argent, la France se gère comme une famille et on ne doit pas gaspiller, on ne doit pas dépenser 1,5 milliard ou 1,4 milliard pour assainir la Seine, pour avoir 3 pimpins qui vont se baigner, et pour faire le buzz. On ferait mieux d'acheter des Canadair pour protéger notre région. Vous imaginez, c'est tellement bien résumé. La France doit se gérer comme une famille. Oui. Est-ce qu'on a un père de famille aujourd'hui ? Un bon père ? Non, mais même, c'est presque philosophique. La notion du père, elle s'est effondrée dans notre société. Le père de famille. Est-ce qu'on a un père de famille ? Est-ce que Madame Barbu, elle gère son ministère comme une mère de famille depuis sa villa dans le Var ? C'est très intéressant. Son budget, ne serait-ce que le budget de la famille. Ah oui, c'est sûr que ça changerait effectivement la donne. Maxime. Aujourd'hui, en tout cas, on a un État qui a failli, qui est en état de déliquescence et qui tient grâce
à une solidarité incroyable de ces inconnus, de ces kidam qui viennent faire le travail de l'État. Il faut bien comprendre que la France, c'est un pays très particulier. L'État a fait la nation. On a cette tradition centralisatrice, jacobine, où ce qu'attendent les citoyens de la part de l'État et du pacte qui a été formulé, il est primordial. Quand vous avez un État qui faillit à ce point, qui n'a pas anticipé, qui n'a pas développé les moyens, qui a retardé, etc., vous avez les citoyens qui prennent le relais. Mais c'est gravissime, évidemment, c'est gravissime. Philippe Carrère est avec nous. Carrère, pardonnez-moi, il est propriétaire forestier, il est sylviculteur. Un sylviculteur, je le précise, c'est un professionnel qui gère, entretient, cultive les forêts. Merci d'être avec nous, Philippe Carrère. Vous souhaitiez réagir, vous m'avez interpellé notamment hier en entendant les appels au bon sens paysan. Est-ce que, d'ailleurs, et on va commencer par cela, puisqu'on en parlait il y a un instant, Monique Barbu est finalement l'antithèse du bon sens paysan en restant dans le Var pendant que votre forêt brûle? Bonjour Elliot. Oui, alors tout d'abord, moi, je viens en complément de ce qu'a dit Bruno Lafont, puisque c'est moi qui ai rédigé le bon sens paysan en 2019, le 27 mai 2019, document que j'avais envoyé à l'État, à la préfecture, au SDIS et à Bruno Lafont qui était président du CISO de la fédération. Oui, et document qui s'appuyait sur 4 ans de synthèse depuis 2015. Et j'avais prédit malheureusement qu'une catastrophe, un incendie majeur allait se mettre en place. Oui, moi j'attends plus rien de madame, de cette ministre, si vous voulez, pour être clair. Je pense que c'est par la proximité qu'on va se sauver. Je trouve fabuleux toutes ces personnes-là qui donnent de leur temps, de leur argent, qui viennent en solidarité, qui arrivent des 4 coins du sud-ouest ou même de plus loin pour nous aider, pour nous sauver. Philippe Carrère, quand vous voyez ces images de cette forêt, là, on est à Blagon, en Gironde, bien sûr. On voit ce paysage apocalyptique. C'est nos équipes qui nous proposent cette image en direct. Vous en pensez quoi? Enfin, quel sentiment prédomine quand vous voyez ces images, Philippe? Alors, moi, à titre personnel, il est bon de vous rappeler qu'en 2022, j'ai perdu 308 hectares de propriété, dont je suis en deuil vis-à-vis de ces pins. J'ai une pensée pour les propriétaires forestiers qui ont tout perdu, puisque un pin, le plus court des cycles, c'est 40 ans. Mais j'ai aussi une pensée pour les personnes qui ont perdu leur maison. Et j'ai aussi une pensée pour ces 2 pompiers qui sont décédés et j'ai une pensée pour leur famille. Donc, si vous voulez, moi, je suis en deuil. Voilà. Je peux résumer la situation. Je suis en deuil parce que malheureusement, des fois, oui, on centralise trop. J'en veux certains administratifs qui, malheureusement, de façon trop lointaine, nous imposent des choses. Il y a une administration qui fonctionne bien, l'administration de terrain. Il faut davantage l'écouter, lui donner de la parole. Quand je vois qu'il arrive des directives qui sont trop lointaines, qui sont purement urbaines, il faut que la campagne soit écoutée et entendue, et il faut que la décision se joue à l'échelon de la ruralité. Il faut arrêter que ça soit centralisé systématiquement par des personnes qui n'ont jamais foutu les pieds dans les bottes. Vous savez, moi, dans ma vie, j'ai usé davantage de bottes que de chaussures. Je vous le dis, j'ai 20 000 heures de conduite en forêt. Moi, quand je vois des pompiers qui vont au combat, qui vont à la lutte, et qui ont des interventions, qui ont quasi 99,5% de leur intervention, c'est dans les milieux des secours à personnes et tout ce qui s'ensuit. Je dis bravo, mais on les met en danger parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas forcément le milieu forestier, qui est un milieu hostile, et c'est un milieu qu'il faut arriver, si vous voulez, à lutter avec efficacité. Et dans mon rapport, je fais ressortir notamment que par le passé, on avait très peu de moyens, mais on luttait par la connaissance du milieu. Et que maintenant on a beaucoup de moyens, mais il manque une formation de ces pompiers qui donnent de leur temps, qui donnent toute leur énergie. Je les ai vus épuisés. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'ils ont parfois une méconnaissance du milieu et ils peuvent se mettre en danger. C'est ça qui me révolte. Après, j'attends plus rien de personne. Moi, je suis pas là pour combattre. Je suis pas là pour couper des têtes. Moi, si vous voulez, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tout le monde prenne conscience qu'on est près d'une catastrophe. Et la première des victimes, c'est le pin maritime. Le pin maritime, il a créé notre richesse ici. C'est 34 000 emplois. Il y a de l'industrie. Cette industrie, c'est l'industrie lourde.
Il y a des industriels. On en a besoin des industriels. Comment voulez-vous qu'il y ait d'investissement forestier maintenant, lorsqu'on dit à longueur de journée dans les médias avec des pseudo-experts comme quoi la forêt n'a plus d'avenir. Le pin des Landes est une torche. Ce n'est pas vrai. Avant le pin des Landes, on avait la misère chez nous. On avait la misère. Philippe Carrère, oui. Tout ce que vous dites est absolument passionnant et on sent que, si vous voulez, c'est un homme qui connaît chaque parcelle de cette forêt qui nous parle. La question, c'est de savoir si désormais, il y a, face à cet effet de sidération, qui nous impose évidemment beaucoup d'humilité, beaucoup de calme, de sérénité, mais on sent aussi toute la colère qui est en train de monter. Et puis en politique, il y a aussi la question de la responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que l'État a une responsabilité dans ce qui n'a pas été fait et ce qui n'a pas été proposé ? Alors, je pense que l'État a une responsabilité dans la formation. Les moyens, l'État les a mis. Depuis 2022, on a vu arriver des camions. Les Canadair, bon, le président de la République, il se fait un petit peu emballer, il le fait régulièrement. Il nous a promis des Canadair, qu'on le sait très bien, ils n'étaient pas encore, il n'y avait même pas la chaîne de fabrication. Mais je pense qu'il est urgent d'avoir des crédits pour la formation. Et je vais vous en donner un exemple précis. Avec un chef de groupement de mon secteur, nous avons organisé des rencontres avec ces officiers et nous avons, au mois de mars, nous avons travaillé main dans la main, je leur ai présenté la forêt landaise comme je la vois, comme je la vis, en leur expliquant que dans mon sang, oui, il y avait du sang, mais il y avait de la résine. Et donc, si vous voulez, ce sont devenus des gens, des interlocuteurs avec qui je mène régulièrement des moments d'échange, de partage. Je comprends leur inquiétude. Et je leur parle, moi, de ma profession de civiculteur, qui est une profession qui est complètement méconnue. Le syndicat des civiculteurs fait un travail remarquable en ce sens. J'ai vu dernièrement leur lettre de communication. Il faut comprendre que nous ne pouvons pas être à la fois les victimes, puisque nos forêts brûlent, et les mises en cause. C'est hors de question. Donc, les pouvoirs publics, les hautes sphères, il va falloir que vous me foutez les pieds dans les bottes et que vous venez sur le terrain, nous rencontrer, faire des vrais retours d'expérience et que vous formiez au plus vite, au plus proche de la terre, que vous formiez des personnels pour lutter avec efficacité. Eh ben, merci pour votre témoignage, Philippe Carrère, propriétaire forestier et sylviculteur. On garde ces deux images depuis la Porge et depuis le Porge, et depuis Blagon. Cette image, ce paysage effectivement apocalyptique à droite, proposé notamment par nos équipes sur place. En sachant, et c'est un pompier qui avait dit ça, vous vous rendez compte, on est la 7e puissance mondiale et on en vient à implorer la pluie. Il s'avère qu'il y a quelques instants, du côté de Blagon, il y a eu une averse. Donc on en vient à implorer la pluie. On avait sous-estimé la solidarité et la puissance du peuple français qui peut se rassembler sans attendre d'avoir la permission de tel ou tel préfet, avec tout le respect qu'il faut avoir bien sûr pour les préfets et les sous-préfets. Et je regarde Philippe de Chestas, mais qui s'est mobilisé d'un seul homme pour aider les pompiers. Il est 9h57 et je donne le micro d'Europe 1 à Ombline Roche. Bonjour Ombline. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Comment allez-vous, chère Ombline ? Ça va très bien et j'ai beaucoup de chance ce matin puisque je reçois un grand homme de radio, un grand homme de médias, grande voix d'Europe 1 dès 1956. Il était là au début de l'aventure Europe 1, ou presque, lorsque le journalisme, vous savez, se réinventait. C'est Pierre Bonte qui est l'invité du Club de l'été ce matin. C'est Monsieur le maire, bonjour Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire, entre autres, mais pas que, et puis le petit rapporteur également à la télévision. Eh ben écoutez, excellente émission avec Pierre Bonte.